Good morning. Bienvenue. Et merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Je suis Tyler McCann, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Comme toujours, avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, j'aimerais reconnaître que je vous joins de l'ouest du Québec, le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquin-anishinaabe. N'importe où que nous sommes, nous devrions tous reconnaître et réfléchir aux peuples autochtones qui ont été les premiers inhabitants de nos terres. Lorsque nous nous tournons vers 2023, nous cherchons à poursuivre le long chemin de la réconciliation. 2022 saw agriculture and food dominate the headlines in ways not seen in recent memory. On n'a pas vu de manchette comme en 2022 par rapport à l'agroalimentaire, l'invasion russe d'Ukraine, l'inflation en matière d'aliments, les taux d'intérêt en augmentation, les perturbations aux chaînes d'approvisionnement, la réduction des émissions attribuables aux engrais. Aujourd'hui, nous allons parler lors du séminaire de l'année dernière en agroalimentaire et de ce qui nous attend pour le 2023. Le plus grand actif de l'ICPA est son réseau divers de penseurs dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, nous aurons 4 leaders de notre conseil d'administration qui vont donner leur expérience à travers le Canada. Et j'attends avec impatience un dialogue très intelligent par rapport à ce qui a changé en 2022, ce qui pourrait changer en 2023, ce qui devrait changer et ce qui probablement ne va pas changer. On a aussi le plaisir de publier des essais courts des administrateurs de l'ICPA. Ça s'appelle Connexion ICPA, c'est une édition spéciale et cela va couvrir le visage changeant de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de ma perspective concernant les points saillants des politiques agroalimentaires de l'année dernière et après cela, nous aurons une discussion avec nos 4 experts. Pendant le webinaire, nous vous demandons de poser vos questions dans la boîte de questions et réponses que vous avez sur l'écran et nous répondrons à la plus grande quantité de questions que nous pourrons. Maintenant, je vais partager une présentation concernant les points saillants de l'année dernière en matière de politique. Quand nous regardons en arrière, c'est toujours important de regarder en arrière et vers l'avant, et c'est ce que nous attendons de faire aujourd'hui. Je veux parler du webinaire qu'on a eu en janvier de 2022. Pendant le dialogue avec nos 4 panélistes à l'époque, j'ai posé la question: à quoi n'étions-nous pas en train de prêter assez d'attention et à quoi devrions-nous prêter davantage d'attention en 2022. On a d'abord parlé des risques. Quelles sont les conséquences involontaires des objectifs et est-ce que nous devrons parler des conséquences? Une conversation concernant l'augmentation dans les prix des aliments, comment livrer des aliments sains et abordables à ceux qui en ont besoin. L'un des experts a dit qu'il s'agit de couches de pression sur un système qui est poussé à bout. Est-ce que le gouvernement a enlevé son pied de la pédale de réglementation? Est-ce qu'on devrait revenir aux réglementations? Est-ce qu'on est prêt pour les politiques gouvernementales? Et finalement, l'un des panélistes a dit que l'on travaille en silo dans l'agriculture et donc on ne fait pas un bon travail à connecter les secteurs et lier les faits de ce que nous faisons les uns les autres et tout ce qui existe dans l'agroalimentaire. Je pense que ça serait bon de commencer la discussion d'aujourd'hui en pensant à ces 4 points parce qu'en général, ceci a vraiment propulsé la discussion de l'année dernière. À l'époque, on n'aurait pas pu prévoir que le prix des aliments serait un point tellement important, mais c'est comme cela. Et quand on pense aux actions de réglementation du gouvernement cette dernière année, cela a vraiment un effet et on a vraiment ce besoin continu de mieux comprendre les risques et de voir comment ils se connectent à tout le système alimentaire. Il est clair que la discussion du mois de janvier dernier a vraiment établi ce qui allait se passer en 2022 et j'attends avec impatience
d'entendre ce qui va établir, ce qui va se passer en 2023. Une chose qui est claire cette dernière année, que le 2022 nous a rappelé que l'agriculture et les aliments canadiens sont quelque chose de complexe, de mondial et de dynamique. Aujourd'hui, on aura un survol de niveau élevé, mais on ne peut sous-estimer la complexité du système. C'est un survol ce matin d'un système complexe, en fait. Il nous faut aussi souligner que le système est un système mondial. On parle fréquemment du contexte canadien, mais ce qui se passe au Canada est connecté à ce qui se passe dans le monde entier. Les pressions au-delà de nos frontières peuvent affecter ce qui se passe à l'interne et c'est un système en plus qui est dynamique. Tout semble être en train de changer de nos jours, l'environnement, les gens, les risques auxquels nous faisons face. Donc, il faut essayer de comprendre aujourd'hui ce qui pourrait affecter l'agriculture et les aliments l'année prochaine. C'est un défi, mais c'est un défi duquel nous voulons parler ce matin. Donc, pendant la dernière année, on a eu une année très occupée en agroalimentaire. Je pense qu'il existe 4 récits très importants. C'est un système complexe, mais est devenu encore plus compliqué. L'année a propulsé l'action. On a eu une chaîne de valeur du gouvernement avec l'industrie dans le monde entier. L'année dernière nous a rappelé que les politiques sont importantes, mais je pense aussi qu'il existe beaucoup de pression, mais aussi beaucoup d'occasions pour être optimiste. Alors, ce que nous voulons faire est de mentionner quelques-uns des points qui sont sous-jacents à ces récits et parler de ce que l'ICPA a fait. Bon, le complexe est devenu encore plus compliqué, donc nous avons ces collisions, ces intersections qui nous font arriver au point où le statu quo n'est plus possible en fait. La durabilité est quelque chose de principal. On vient de passer par COP 27 et 15 qui exigent une action, mais la pression est sur la sécurité alimentaire. Cette année, par exemple, l'Union européenne a passé en revue les principes de la ferme à la table, par exemple. La pénurie de main-d'œuvre, c'est des défis chroniques et ils coûtent de l'argent à l'agroalimentaire canadien, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre partout qui ont un effet sur nous tous et toutes. La géopolitique des aliments est en train de changer, c'est clair. Vous savez que l'invasion russe a un effet sur le commerce essentiel des graines, mais en plus de cela, on a des perturbations en commerce. Auparavant, on avait un système commercial mondial qui voulait rendre plus facile pour que les aliments rentrent dans les pays, mais maintenant, on veut s'assurer que les aliments sortent des pays et arrivent là où ils doivent arriver. Dans le monde entier, on a encore une fois une ère où les pays sont en train de déployer un nationalisme qui a un effet sur un pays comme le Canada. Il y a un an, par exemple, on a parlé des prix des aliments et de l'abordabilité et je ne pense pas qu'on a vraiment compris l'effet de l'inflation sur les aliments et même quand l'inflation commence à se refroidir dans d'autres domaines, ça continue par rapport aux aliments. Et ce n'est pas seulement quelques facteurs, mais c'est toute une liste d'enjeux, la COVID, la dépréciation du dollar, les pressions en main-d'œuvre desquelles j'ai parlé auparavant, la concentration, tout se rassemble et les prix augmentent. Et fréquemment, on ne prête pas attention à cela, mais la productivité devrait être quelque chose qui devrait aider à propulser le système alimentaire de l'avant. Mais la productivité n'est pas simple, c'est une interaction complexe, mais ça nous aide à aborder les objectifs en matière de sécurité alimentaire. Mais la productivité, malheureusement, est en train d'aller dans la direction incorrecte. Je voudrais parler un instant par rapport à ce que l'ICPA a fait sur la géopolitique des aliments. On a compris l'importance de l'invasion russe, on a eu un webinaire et on a parlé du rôle que le Canada pourrait jouer, comment nous pouvons aborder de façon proactive la crise et l'incidence de la crise. On a essayé d'avoir de nouvelles idées, une nouvelle pensée et par exemple, quand notre boursier distingué Ted Billier a parlé avec quelqu'un d'affaires mondiales, il voulait un corridor, il voyait
qu'on pouvait avoir un corridor et avoir un effet, mais on a eu le plaisir d'être l'un des champions de ce sujet au Canada. Maintenant, l'action qui a été propulsée cette dernière année, je pense que cela nous a vraiment montré comment l'industrie était en train de prendre le leadership. On en a parlé au webinaire de l'année dernière. L'industrie devait montrer son leadership. Et trois enjeux importants qu'on a vus au centre des choses, par exemple, par rapport à l'indice national du rendement agroalimentaire, 110 partenaires qui veulent peaufiner et mesurer la durabilité dans l'agroalimentaire canadien. La durabilité peut être résumée en quelques principes, mais en fait, c'est quelque chose de complexe. Dans l'indice national de rendement agroalimentaire, 110 partenaires, plus de 100 mesures que l'on utilise pour essayer d'expliquer une perspective complexe. Beaucoup de travail s'est passé cette dernière année. On veut lancer l'indice pilote en 2023. Maintenant, l'industrie, les producteurs de la chaîne d'approvisionnement, les exploitants, tout le monde s'est regroupé et a dit, bon, il nous faut développer un plan proactif inclusif. Que faire pour combler les brèches côté compétences et main-d'œuvre? Donc, par exemple, plusieurs partenaires se sont regroupés pour développer un cadre stratégique national de la main-d'œuvre et maintenant le gouvernement a des consultations. Espérons que cela établisse une action plus claire pour le 2023 pour aborder ces pénuries de main-d'œuvre et de compétences qu'on a en ce moment. Et cette année, on a beaucoup parlé du code de conduite pour les détaillants en alimentation au Canada. Les ministres en 2021 ont dit ce n'est pas quelque chose que nous puissions aborder, ça dépend de l'industrie de montrer du leadership. Mais ce que nous savons est que beaucoup de travail se passe à huis clos. Ils ont fait beaucoup de progrès malgré les obstacles et nous nous attendons à voir quelque chose de positif dans les prochains pas en 2023. Encore une fois, le leadership et l'action de l'industrie sont en train de changer la politique agroalimentaire au Canada où le gouvernement n'est pas toujours au front, mais il s'agit de l'industrie qui doit développer des plans et des approches proactives. Vous savez qu'une grande partie de tout cela se voit reflétée dans le travail de l'ICPA, mais nous sommes en tout cas contents d'être une partie de l'initiative concernant l'indice national de rendement agroalimentaire. Cette année, on a publié un article par rapport à comment l'industrie peut être utilisée comme levier pour les politiques au Canada. On a dit à l'époque, cela avait un potentiel pour assurer que tout le monde soit au même point de départ. Cela ne va pas forcément faire que les choses soient faciles. Cela ne veut pas dire qu'on sera tous d'accord par rapport aux solutions en matière de politique sur la durabilité, mais que tout le monde soit d'accord par rapport à comment le définir et le mesurer va rendre le reste du processus plus facile si tout le monde arrive à la table avec ses propres définitions et l'on considère ensemble la durabilité. On continue à travailler avec David McInnes et tous les partenaires pour arriver au point de comment développer des narratifs, des récits qui puissent vraiment nous aider à arriver à un consensus par rapport à la durabilité. J'aurais pu développer toute une liste, mais on nous a rappelé toute l'année l'importance des politiques et on nous a rappelé aussi que les résultats des politiques sont meilleurs quand on fait le développement des politiques ensemble. Des ministres à travers le pays, des fonctionnaires du gouvernement ont développé un nouveau cadre stratégique pour l'agriculture. Ce fait bien de voir en juillet que non seulement sont-ils arrivés à une entente, mais aussi à des échéanciers et ils ont accordé d'augmenter les investissements et que le cadre stratégique pour l'agriculture avait été un statu quo pendant un certain temps, mais maintenant nous voyons qu'on a un cadre ambitieux qui a comme objectif de réduire les émissions, d'augmenter les revenus et aussi augmenter les dépenses et nous verrons ce qui va se passer avec cela. Maintenant, la réduction des émissions attribuables aux engrais du gouvernement, tout cela a été quelque chose de très central pendant l'année. Vous savez que ce fut un bel exemple de la collision qui existe entre la productivité, la sécurité alimentaire, le revenu des fermes, la durabilité. Et ceci a aussi souligné
que les politiques sont meilleures quand on les fait ensemble. Et le gouvernement a lancé un processus de consultation, mais c'est vrai c'est clair qu'on a besoin, on a le désir d'avoir davantage d'applications entre l'industrie et le gouvernement. Et la géopolitique des aliments, le côté international des actions en matière de politique a été quelque chose sans précédent. G7, G20, la coopération économique pour l'Asie-Pacifique, ils ont tous parlé de rendre la sécurité alimentaire une priorité. Comment aborder les inquiétudes, produire les aliments de façon durable, le commerce, la productivité, et comment nous ajuster à cette nouvelle réalité du commerce perturbé. Comment reconnaître que c'est de moins en moins probable qu'on reviendra à l'ancienne façon de faire des affaires. À l'ICPA, nous sommes très intéressés au cas de politique FPT. Ceci a le potentiel d'être sous-jacent à une grande partie de l'action et des résultats pour le secteur. Cette année, on a publié un rapport concernant l'avenir du plan environnemental, des liens directs avec les producteurs. On a parlé des défis, de la gestion de risques. Et encore une fois, on a eu des commentaires et du leadership qui a écrit par rapport à comment faire un meilleur travail à faire des politiques ensemble. Comment nous assurer de propulser l'entente FPT et que le cadre de politique soit quelque chose de positif pour l'avenir. Et on a eu le plaisir d'annoncer le docteur Grace Cogsted, boursier distingué, qui va en parler. On n'y prête pas assez d'attention en ce moment au Canada, mais au bout du fil, on a des raisons pour être optimiste. Et il existe beaucoup de nuages dans l'horizon, beaucoup de défis qui existent en effet, mais le côté fondamental est en place. Le secteur agricole au Canada, le secteur agroalimentaire peut être vraiment un moteur, être un leader. Le budget de 2022 a inclus une autre ronde d'investissement important en agriculture. Le budget de 2021 a annoncé de nouvelles initiatives de durabilité et le gouvernement est arrivé avec davantage d'argent en 2022. On voit des investissements, la production, les protéines végétales, le canola, une valeur ajoutée qui sera là pour l'agriculture canadienne en 2023 et vers l'avenir. On voit cet intérêt et cette dynamique concernant la viabilité financière, surtout des producteurs. On est concentré à l'impact des coûts des apports, l'inflation qui propulse le risque auquel font face les agriculteurs, mais on voit que les revenus augmentent aussi. Et du moment où l'on a des outils de gestion de risque en place, la viabilité des fermes dans ce pays devrait être quelque chose de fort. Et on a ce potentiel de développer cette viabilité financière en ajoutant de la valeur, en augmentant la productivité d'une façon qui développe l'avantage de durabilité et améliore la viabilité financière des fermes canadiennes. Et je pense que la cause principale d'optimisme est cette sensibilisation accrue par rapport à l'agriculture et les aliments. On est dans les manchettes et je pense que la question se pose, est-ce que le secteur peut utiliser comme levier cette sensibilisation pour obtenir une action et des résultats? Donc, je pense qu'une grande partie du travail que nous avons fait parle des occasions qui existent. On a parlé du potentiel de sortir de la crise de sécurité alimentaire, comment l'agroalimentaire peut être à la tête des choses. Madame la sous-ministre Freeland en a parlé, on a parlé d'investissement, on a eu un bel investissement avec les exploitants pour voir comment faire croître le secteur et avoir un impact positif partout dans le pays. Et on a parlé du potentiel de la durabilité, le rôle que l'agriculture peut jouer comme une partie d'être un fournisseur de solutions. Et en été, en automne, on a eu une série intéressante de webinaires
concernant des recherches de Statistique Canada qui parlent du côté fondamental des choses. Qu'est-ce qui se passe dans le pays? Qu'est-ce que les données nous disent? Et on a de très bonnes nouvelles que nous voyons, que les agriculteurs utilisent des pratiques plus durables. On voit davantage de femmes impliquées à l'agriculture. On est en train de fournir de la diversité. Et si vous regardez à travers le travail que nous avons fait, ce que nous voyons, ce qui se passe dans le secteur, on voit beaucoup de causes pour être optimistes. Mais il y a encore trois choses qui vont être la vérité encore. On a encore un système complexe, mondial et dynamique, et ceci est une lutte et ça va continuer à être une lutte pendant l'année à venir. Mais quand on regarde de l'avant, je pense que nous voyons l'occasion de saisir l'optimisme, mais l'on devra faire beaucoup de travail et des choses spécifiques que nous sommes en train d'analyser à l'ICPA et comment convertir les risques en occasion. On en parlera dans nos discussions en table ronde. Est-ce que les politiques peuvent convertir les risques climatiques, géopolitiques et financiers en occasion? Hier, le gouvernement fédéral a annoncé sa stratégie pour une agriculture durable. On a un document de consultation, ils ont un comité consultatif et l'ICPA a le plaisir de pouvoir participer là-dedans, mais c'est une vraie question. Est-ce que finalement la stratégie d'agriculture durable va être révolutionnaire ou ça ne va que maintenir le statu quo? Je ne suis pas sûre si ça sera évolutionnaire ou révolutionnaire, mais le statu quo, c'est clair, n'est plus une option pour l'agriculture au Canada. Quand on voit le prochain cadre de politique agroalimentaire qui sera mis en œuvre, on a le programme de terres résilientes et il faut nous poser la question comment convertir tout cela en occasion économique et est-ce que les relations FPT vont continuer à s'améliorer? Est-ce que les gouvernements peuvent mieux travailler ensemble? C'est ça la question. Et dans le monde entier, on a un nouvel ordre géopolitique qui semble prendre forme. On a parlé de l'initiative de friendshoring de Madame la vice-première ministre Friedland, on a parlé de commerce durable, on cherche de nouvelles façons d'être en relation avec la Chine, en Canada, la stratégie Indo-Pacifique. Et qu'est-ce que cela veut dire par rapport au rôle du Canada là-dedans? Et on a un défi beaucoup plus élargi finalement. Pendant des années, la lutte dans l'agroalimentaire a été que faire avec tous les aliments excédentaires que nous produisions, toute cette abondance. Mais beaucoup de défis dans l'horizon semblent parler de carence. On a de nouvelles sources de demande, on a des pressions sur la production et on a ce défi de faciliter la productivité. Alors, que faire en 2023 pour nous assurer de positionner l'agroalimentaire au Canada pour vraiment prendre avantage des choses et saisir l'optimisme qui existe et gérer tous les défis qui sont là? Je voudrais partager trois choses qu'on veut faire dans la nouvelle année à l'ICPA. On veut vous appliquer tous fin janvier, l'ICPA avec l'Institut canadien d'affaires mondiales aura une conférence à Ottawa de toute une journée par rapport au rôle du Canada dans un monde qui a faim. Que faire dans ce nouveau panorama géopolitique? On veut une journée pleine d'orateurs du Canada et du monde entier qui vont illuminer les occasions qui existent, non seulement les défis. On va annoncer bientôt 4 nouveaux boursiers de doctorat qui vont parler de la collision du commerce, de sécurité alimentaire, de durabilité. On a 4 projets très intéressants et on partagera les détails avec vous très bientôt. Et l'ICPA a un programme de recherche assez ambitieux. On partage une mise à jour de recherche trimestrielle avec nos partenaires et nous attendons avec impatience de partager cette mise à jour avec vous pour que vous puissiez voir l'ample gamme de sujets que nous sommes en train de couvrir en 2023. Mais on ne peut le faire qu'avec votre soutien. On apprécie le soutien continu que nous avons obtenu. Il y a 3 façons de soutenir le travail de l'ICPA en 2023. Vous pouvez devenir des partenaires. On a 2 niveaux de partenariat. Il y a un instant, j'ai parlé de la mise à jour de recherche trimestrielle. C'est l'un des avantages que vous obtenez quand vous commencez à travailler avec l'ICPA, mais il y en a d'autres. Donc, veuillez me contacter ou Free John, directeur de partenariat et développement d'entreprise. On a plusieurs projets qui sont en chemin, y compris l'un qui est financé par RBC.
l'essai, on a d'autres projets qu'on est en train de développer. On veut du soutien pour cela, mais on veut entendre de votre côté quels sont les projets que vous voudriez voir de la part de l'ICPA. Peut-être vous pouvez soutenir l'un des événements qu'on est en train d'accueillir, comme l'événement fin janvier à Ottawa. Et finalement, vous pouvez devenir un donateur. L'ICPA a le plaisir de travailler avec la Fondation canadienne agroalimentaire et ceci permet vraiment à des donateurs philanthropiques de soutenir le travail que nous faisons de façon quotidienne. Vous avez l'occasion de recevoir un reçu fiscal pour les dons que vous faites et donc je vous prie de considérer de faire des dons en 2023. Et là-dessus, je voudrais apporter le reste de nos experts et d'autres gens à la conversation. Alors, un membre de notre conseil, Stéphanie Hamelin. Stéphanie Hamelin est une agronome et occupe le poste de directrice principale risque et crédit à la Banque nationale du Canada. Elle est un des membres fondateurs de la plateforme de formation en entrepreneuriat agricole de l'Université Laval, une initiative qui utilise les entrepreneurs pour le leadership et le succès en affaires. Elle siège et a siégé sur plusieurs conseils d'administration, comités d'associations et d'organismes qualitatifs, dont le Fonds coopératif d'aide à la relève agricole. Mme Hamelin possède plus de 20 ans d'expérience en gestion, marketing et financement et a occupé divers postes clés en Saskatchewan, au Manitoba et au Québec, au sein des institutions financières. Mme Hamelin est diplômée en agroéconomie de l'Université de Laval et titulaire d'un MBA pour cadre en exercice, dont un séjour de formation au Babson College de Boston. Stéphanie, j'avais fait référence plusieurs fois à des risques. Toi, tu travailles dans le domaine de risque chaque jour. J'aimerais commencer avec peut-être des questions qui sont simples, mais qui ont des réponses qui sont complexes. Comment le risque a-t-il évolué au cours de 2022? Comment les agriculteurs et les entrepreneurs se sont-ils adaptés? Et comment le secteur agriculture et agroalimentaire canadien peuvent-ils transformer ces risques en opportunités? Alors, merci Tyler. Bonjour tout le monde. C'est un immense privilège d'être avec vous aujourd'hui. Selon moi, plusieurs risques qui étaient sous la loupe dès le début de la pandémie mondiale n'ont été qu'exacerbés en 2022. Pour poursuivre ma réflexion, je vous dirais, une connaissance des risques nous permet de tendre vers une meilleure gestion de ceux-ci, puis de tendre également vers une meilleure prise de décision beaucoup plus optimale. Il n'y a pas lieu ici de faire toute la nomenclature des risques auxquels sont confrontées nos entreprises agricoles et agroalimentaires parce que c'est à la fois complexe et vaste. Et croyez-moi, il y a vraiment des sommités en la matière et le temps nous manquerait. J'aimerais plutôt faire avec vous une observation synthétique des principaux risques qui touchent ou ont touché de près nos entreprises agricoles et agroalimentaires. De ce qui s'est passé au cours de la dernière année, un simple constat pourrait être fait. L'ensemble des paramètres macro- et microéconomiques qui nous servaient généralement de point de repère sur la santé de nos entreprises et de nos sociétés ont vraiment déraillé. À bien des égards, c'est du jamais vu. Dans son introduction, Tyler nous mentionnait plusieurs risques, dont géopolitique, etc., environnement, économique, financier. Moi, je vais m'attarder sur 5 principaux ce matin. Avant tout, j'aimerais vous dire que dans mon champ d'expertise ou dans mon champ de pratique, et cela n'engage pas mon employeur, bien sûr, je constate humblement que les entreprises agricoles et agroalimentaires ont fait preuve d'une résilience et d'une adaptabilité à toute épreuve. Et ça me fait penser vraiment à une formule mathématique très simple que dès 2020, en fait, l'Ordre des professionnels comptables du Canada nous en parlait. Alors, visualisez celle-ci. Résilience plus adaptabilité plus innovation égale durabilité. Et je pousserais même plus ma réflexion en disant égale pérennité d'affaires. Donc, si je m'attarde au premier risque que je voulais aborder avec vous, le risque économique et financier,
Afin d'absorber les contre-coups d'une augmentation successive de taux d'intérêt, d'une inflation poussant les prix des intrants et des commodités vers le haut, les entreprises ont dû maîtriser davantage leurs chiffres et travailler plus que jamais en étroite collaboration avec leurs comptables, conseillers en gestion, banquiers, pour comprendre de manière beaucoup plus exhaustive les bénéfices, entre autres, d'utiliser des tests de sensibilité pour évaluer comment mon entreprise va réagir et réagira au stress économique et comment je vais être en mesure, comme entrepreneur, de dégager des bénéfices, une marge bénéficiaire intéressante. Certaines entreprises se sont aussi dirigées vers des solutions de contrepartie pour mieux gérer leur flux de liquidité, de trésorerie. D'autres se tournent d'emblée vers leurs conseillers en financement comptable pour évaluer la structure d'endettement de leur entreprise et convenir d'un arrangement qui va être bénéfique à court terme, moyen terme et long terme pour leur entreprise. Je sauterai au deuxième risque, selon moi, qui est vraiment général au niveau du légal, réglementaire et de gouvernance. Je m'attarderai surtout au niveau de la gouvernance en disant qu'on peut faire l'observation très marquante qu'il y a une diversification des modèles d'affaires rendant nos entreprises et les chefs d'entreprise beaucoup moins vulnérables aux variabilités de revenus d'un secteur à un autre. Depuis quelque temps, plusieurs producteurs agricoles investissent dans des secteurs immobiliers, commerciaux et résidentiels, par exemple, transformation alimentaire de proximité à la ferme pour répondre aux besoins des consommateurs, bien sûr. Et d'autres entreprises d'entreprises agricoles poussent même l'audace de louer leurs installations fond de terre comme plateau de tournage. Et nous reconnaissons d'ailleurs que l'industrie du cinéma est active et innovante dans plusieurs régions du Canada. On observe également une émergence de modèles d'affaires un petit peu plus petits, donc des plus petites entreprises qui vont jouer un impact très important dans le développement économique de régions beaucoup plus éloignées. Et ça, cette tendance est quand même très bien marquée dans l'Est de notre pays. L'autre point que j'aimerais apporter, c'est que bien que nous sommes au début pour les PME agricoles, un mode de gouvernance axé davantage sur les standards ESG, nous allons en parler davantage plus loin, est en train vraiment d'émerger. Les plus grandes sociétés s'activent déjà et vous reconnaissez que la pression est vraiment sur elles. Mais par contre, le défi demeure au niveau de la robustesse et de la fiabilité dans la mesure des indicateurs de performance qui sont reliés à ces standards ESG. Je sauterai au troisième risque que j'aimerais identifier avec vous. Globalement, je parlerai d'opérations, d'approvisionnement, main-d'œuvre, ressources humaines dans son sens large, en disant que de façon plus marquante, nos entreprises utilisent la technologie, de la modélisation et l'intelligence artificielle pour travailler sur leur efficacité de gestion accrue, de la production de la ferme jusqu'à l'usine, en passant vers le distributeur et le consommateur. Et bien évidemment, souvent, la robotisation peut aider dans une certaine mesure à pallier le manque de main-d'œuvre ou la contrainte de main-d'œuvre. Et bien évidemment, la planification de ces investissements est la clé pour nos entrepreneurs. Je sauterai au quatrième risque en parlant plus de la sécurité de l'information, toute la notion de protection des renseignements et cybersécurité. Vous savez, et vous êtes d'accord avec moi, que protéger, sécuriser tous nos avantages concurrentiels nécessite vraiment souvent une infrastructure de pointe, de cadre réglementaire et de propriété intellectuelle. Nous avons récemment vu quelques cas bien malheureux où des cybercriminels se sont attaqués au réseau informatique d'associations de producteurs, d'entreprises agroalimentaires. Il ne faudrait surtout pas minimiser cet aspect-là chez nos producteurs agricoles, car leur savoir, leurs données financières, leurs données comptables pourraient être très alléchantes pour certains réseaux de criminels.
Certaines firmes de professionnels, incluant certaines institutions financières, possèdent déjà un savoir-faire de première ligne, et je dis de première ligne, qui peut être intéressant en matière de cybersécurité et de protection de l'environnement, protection des renseignements, pardon. Et c'est un avantage qui est certainement non négligeable pour nos entrepreneurs agricoles à considérer. Je terminerai avec un cinquième risque environnemental, qui est le risque environnemental, en disant ici, une prise de conscience que le producteur agricole est vraiment un acteur majeur au niveau de la préservation de nos écosystèmes. Et en matière de standards ESG, bien sûr, il y a encore du travail à faire. Mais plusieurs PME agricoles, nos agriculteurs, intègrent déjà, depuis même, je pourrais dire assez longtemps, des bonnes pratiques ESG dans la gestion quotidienne de leurs opérations. Brise-vent, bandes riveraines, panneaux solaires, implication aussi dans des causes qui leur sont très chères, même des soins écologiques et scientifiques de pointe au niveau de la santé des sols. Et je pourrais donner beaucoup d'exemples. Il y a une certaine avancée qui est faite par nos agriculteurs. Ils jouent un rôle vraiment de leader très intéressant à considérer. Et je crois sincèrement que leur leadership doit être davantage valorisé et mis de l'avant à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que certains producteurs sont déjà de bons vulgarisateurs. Ils sont déjà présents sur la place publique et au sein de réseaux universitaires. Et selon moi, c'est une richesse de connaissances pratiques qui est essentielle. Alors voici, Tyler, mes commentaires par rapport aux risques. J'ai voulu dresser vraiment un survol très synthétique de mes observations. Oui, merci Stéphanie. J'aimerais faire un suivi sur le rôle du gouvernement. C'est clair que les risques que vous avez mentionnés sont vraiment la responsabilité des producteurs, des entrepreneurs, les gens qui travaillent dans la chaîne de valeur, mais le gouvernement devrait avoir un rôle, ou peut-être ma question, c'est simplement, quel est le rôle du gouvernement? Comment est-ce que les politiques agricoles peuvent appuyer les producteurs, les entrepreneurs en la gestion de ces risques-là? C'est une excellente question et je vous dirais qu'effectivement, j'en ai parlé d'entrée de jeu. La recherche de solutions se fait bien au départ sur le terrain, donc par nos agriculteurs, nos transformateurs, les distributeurs, les gens du milieu scientifique, les consommateurs également. Mais ces solutions-là viennent d'eux. Mais l'apport et le leadership des instances gouvernementales et parapubliques, et ça, ce n'est pas nouveau dans notre discours, doit, selon moi, consolider nos alignements clairs comme industrie et ça doit demeurer essentiel, cet apport-là. Et je dirais même, je pousserai un petit peu plus la réflexion en disant que ce leadership-là doit nous permettre, comme industrie, comme acteur, d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus large et de comprendre l'impact que ça peut avoir sur la santé et l'impact que ça a également sur l'économie. Et donc, c'est important de favoriser une vision partagée de nos défis, trouver des solutions communes ensemble. Et le meilleur moyen d'y arriver, selon moi, c'est de les résoudre et de travailler en synergie, sans minimiser nécessairement nos désirs et intérêts individuels. Mais il faut tout d'abord penser globalement pour rassasier, je pourrais dire, davantage nos intérêts et nos besoins collectifs. Et selon moi, selon moi, je ferai un petit peu du pouce sur certaines idées qui ont déjà été apportées. On a comme toile de fond travaillé ensemble sur la compétitivité de l'industrie agricole et agroalimentaire. Et selon moi, il y aurait trois piliers à considérer. Je vais les mentionner très rapidement de mon côté, mais le premier pilier serait, selon moi, la protection de notre patrimoine agricole. Je parle ici de terres arables, de gestion de l'eau, d'écosystèmes vivants, fauniques et d'élevage. Le deuxième point, ça serait l'accès à une éducation où est-ce que
Il y a une cohabitation dans nos parcours scientifiques et entrepreneuriales vraiment en grande synergie. Il y a des choses qui se font, mais il faudrait encore pousser cet aspect-là à un plus haut niveau parce qu'il faut penser à notre relève en entrepreneuriat, bien sûr. Et je terminerai en disant, le troisième point, qu'il faudrait davantage promouvoir une facilité d'accès, une éligibilité, je pourrais dire, plus accrue à nos capitaux. Il existe énormément de programmes gouvernementaux, subventions, crédits d'impôt, également de programmes de protection de revenus, mais les vulgariser pour les professionnels qui gravitent alentour de nos entrepreneurs agricoles et agroalimentaires, ça demeure un défi, mais c'est essentiel pour que comment je pourrais dire ça, cette accessibilité-là peut être très bénéfique sur le retour de nos investissements dans la croissance de nos entreprises. Alors, voilà mes propos ce matin. Oui, merci, Stéphanie. La prochaine question, the next question will go to... La prochaine question va s'en aller à Andrea Barnett, qui est aussi administratrice de l'ICPA et elle est éleveuse dans une exploitation de 1200 têtes de bovins naisseurs de 5e génération en Colombie-Britannique. Elle a 15 ans d'expérience dans le domaine de la conservation et des ressources naturelles et apporte une compréhension du contexte et des besoins de haut niveau en matière de conservation, une connaissance spécifique des stratégies existantes et des relations avec les partenaires et aussi une attitude compétente et musclée pour identifier et s'attaquer aux détails. Elle est actuellement coordinatrice de Target One Funders Collaborative, où elle fait office d'organe central de coordination pour 30 fondations qui aident le Canada à atteindre les objectifs de la Convention sur la diversité biologique. Elle a travaillé avec des autochtones en matière de terre et elle a été coordinatrice des communications pour la BC Cattlemen's Association. Elle a un baccalauréat et art en sciences politiques et en philosophie de l'Université de Victoria, une maîtrise en politique publique de l'Université Simon Fraser et un certificat en leadership du Delphi Group. Andrea, on a parlé de risques et d'occasions et parfois, ceci dépend de ceux qui regardent les enjeux. Certainement, être axé sur les enjeux ESG est une occasion formidable pour le secteur, mais beaucoup de gens le voient comme un risque aussi. C'est que l'ESG est un enjeu pour les investisseurs, mais c'est aussi une priorité pour les consommateurs et le gouvernement. Donc, ce avec je voulais commencer est comment tu vois que ceci se développerait dans les fermes? Comment est-ce que ceci se développerait à un niveau plus élevé à travers le pays? Il faudrait remarquer peut-être que COP15 est en chemin à Montréal en ce moment. On est axé sur, encore une fois, le rôle que l'utilisation des terres joue, le potentiel qui existe. Et donc, est-ce que c'est ainsi qu'on verra davantage d'occasions et de compréhension par rapport à ce que cela veut dire pour les producteurs d'à travers le pays en 2023? Thank you so much, Tyler. Merci beaucoup, Tyler. Je vous rejoins aujourd'hui du territoire Secwepemc et c'est un grand plaisir d'être ici avec mes collègues tellement appréciés. C'est un privilège et comme Tyler l'a indiqué, je porte beaucoup de chapeaux, j'ai beaucoup de rôles. Je suis éleveuse, je suis productrice et je suis analyste de politique aussi. Et l'un des espaces principaux dans lesquels j'ai travaillé est celui de la conservation et de l'environnement. Et je voudrais arrondir tout ce que je dis avec cette perspective, mais aussi comme productrice principale et apporter aussi la saveur agricole dans ce que je suis en train de dire. Donc, je suppose que je voudrais répéter une grande partie de ce que Stéphanie a dit. Et je voudrais ancrer notre discussion sur des points de haut niveau. Comme Tyler l'a déjà dit, on vit dans une société complexe où nous voyons de plus en plus des enjeux de coûts et de valeurs et nous voyons des secteurs individuels, dans notre cas aujourd'hui dans l'agriculture, qui doivent considérer ces enjeux élargis tant dans la politique que dans la pratique. Et je pense que c'est quelque chose de très bon. Et cela apporte certainement beaucoup de défis, mais je pense
que c'est vraiment une évolution merveilleuse, celle qu'on voit dans les politiques. Et je suppose que quand je regarde le secteur agricole et ce qu'on nous demande de plus en plus de considérer, et là je répète encore une fois ce que Tyler et Stéphanie ont dit, mais pour que le point soit très clair par rapport à ces enjeux, l'environnement, c'est clair, côté changement climatique, mais aussi côté biodiversité, conservation, espèces à risque. Je voudrais aussi souligner une concentration accrue, Dieu merci, sur la diversité et l'inclusion. En plus, l'une des choses que je voudrais vraiment souligner est celle d'être axée sur la réconciliation comme un enjeu essentiel à travers la société. Nous le voyons dans le système alimentaire, tant du point de vue de créer de nouvelles occasions pour la participation autochtone et l'utilisation de systèmes traditionnels dans notre système alimentaire et aussi la correction d'inégalités et l'insécurité alimentaire dans les communautés autochtones et septentrionales et aussi faire avancer des enjeux vers la réconciliation par rapport aux droits au titre et un mouvement dans beaucoup de PT vers une prise de décision en coopération. Et on le voit. Et en préparation pour cette table ronde, j'ai fait un sondage de tous les documents récents. Est-ce qu'on parle de budget, de l'aide de mandat? Le plus récemment en Colombie-Britannique, on a eu de nouvelles lettres de mandat qui ont été publiées la semaine dernière. Le nouveau partenariat fédéral et récemment hier, le nouveau plan agricole durable. Tout est inclus. Et il ne s'agit pas seulement de documents gouvernementaux. On voit aussi des entités non gouvernementales qui veulent les mêmes choses, qu'il s'agisse des consommateurs, qu'il s'agisse du secteur financier, qu'il s'agisse de la philanthropie, qu'il s'agisse des ONG qui influencent leur façon d'être axés sur des programmes, mais aussi les priorités de beaucoup d'associations industrielles. Et je pense que de façon fondamentale, il s'agit de quelque chose de très, très bon et ce que j'observerai de plus en plus cette dernière année, et ça s'est intensifié ces 2 dernières années, c'est des groupes et des personnes individuelles qui veulent travailler à ces points d'intersection et sont de plus en plus dans une position où ils peuvent vraiment influencer les choses et recevoir du financement, des bourses, et je pense que c'est quelque chose de très bon. J'ai analysé le leadership de nos agriculteurs, des gens qui veulent vraiment travailler à ces points d'intersection. Maintenant, en même temps, et je ne sais pas, Tyler, si tu veux que je rentre dans des détails spécifiques de l'aspect des choses dans la ferme pour les agricultures et les producteurs. J'ai des exemples que je pourrais partager. Bon, si tu pourrais nous donner un exemple côté biodiversité, parce que c'est dans les nouvelles de COP15, mais je suis aussi intéressée à la relation avec les autochtones. Je pense que le travail agricole en Colombie-Britannique, dans le contexte des relations avec les communautés autochtones, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Quel en est l'aspect côté action? On pense fréquemment à ces choses à un niveau élevé, mais il est clair quand le temps passe que ceci devient un enjeu vraiment pratique. Comment le vois-tu? OK, je vais parler d'abord de la réconciliation, après de la biodiversité. Je suis très reconnaissante d'avoir l'occasion de parler de la réconciliation parce qu'il est certainement, il s'agit de quelque chose qui me passionne et c'est quelque chose de central pour le travail de tous les Canadiens. Et je pense vraiment qu'on est invité à cette étape et considérer à travers toute l'agriculture comment cela fonctionne. Et je voudrais dire tout d'abord que être une éleveuse en Colombie-Britannique me fournit, je pense, une perspective un peu différente. Peut-être quelque chose de plus aigu du point de vue de la réconciliation étant un enjeu avec lequel ont à voir les éleveurs. On a beaucoup à voir avec des terres publiques et, comme vous le savez, la Colombie-Britannique est grandement
un territoire non cédé, ce qui veut dire qu'en fait, on a des questions juridiques par rapport à qui sont les propriétaires des terres. Nous sommes aussi une province qui a ratifié la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et les lois qui ont été adoptées. Donc, quoique quelques-unes des choses que je vais partager en quelques instants pourraient ne pas s'appliquer à tout le Canada, je pense qu'une grande partie peut s'appliquer et je voudrais alléger que de plus en plus, nous allons voir la réconciliation comme étant une occasion majeure et aussi un défi. Donc, pour nous, en tant qu'éleveurs, encore une fois, je suis ancrée sur mes perspectives personnelles, mais un mouvement vers la réconciliation s'agit d'accepter qu'il existe de l'incertitude par rapport aux ressources. Les titres, les négociations entre les gouvernements autochtones et les gouvernements de la couronne, à mesure qu'ils font des progrès, l'accès à des terres licenciées, des terres de location, il s'agit d'une discussion et c'est effrayant pour les producteurs individuels. En plus, des choses comme l'octroi de permis peuvent être de plus en plus complexes. On a de plus en plus d'exigences, ce qui est très bon pour la consultation avec les peuples autochtones. Cela peut vraiment s'appliquer à des processus par rapport à des renvois concernant l'infrastructure, par exemple, et cela affecte la prise de décision. En Colombie-Britannique, on a un engagement très fort. Nous voyons que les groupes autochtones vont avoir un rôle de décision très élargi dans nos lois, dans nos politiques, dans nos planifications, alors qu'il s'agisse de la vie sauvage ou qu'il s'agisse du sol ou qu'il s'agisse de l'eau, on aura de plus en plus un autre propriétaire, un autre décisionnaire. Donc, encore une fois, cela peut faire que les agriculteurs se sentent vulnérables, mais c'est aussi une occasion. Et je suppose que ce que je dirais est que pour moi, quand je vois ce qui se passe dans mon ranch, je suis ancrée sur l'idée par où une grande partie de la réconciliation s'agit de rebâtir la communauté parmi des groupes individuels et surtout l'utilisation des terres. Donc, pour nous, dans notre ranch, on essaie de nous concentrer aux intérêts partagés et il y en a beaucoup qu'il s'agisse d'aller à des réunions communautaires, de travailler ensemble à des enjeux de politique. Il y a tellement d'occasions et l'une des choses que je pense est une brèche de politique qui doit continuer à être discuter parce qu'il s'agit de beaucoup de relations d'un gouvernement avec un autre. Parfois, les parties prenantes sont absentes de beaucoup de ces discussions. Il existe de l'espace et une question autour de comment soutenir l'agriculture dans le contexte des négociations d'un gouvernement à un autre. Tyler, je ne sais pas ce qui se passe avec le temps. Est-ce que je devrais parler un peu? Oui, pourrais-tu parler rapidement de la biodiversité? Ça serait formidable, certainement. Alors, ce que je voudrais dire est que nous voyons que COP en ce moment montre un engagement à conserver 30% de la biodiversité du Canada d'ici le 2030 et nous voyons de plus en plus beaucoup d'efforts incroyables tant de la part des gouvernements que de la part du secteur privé, de la philanthropie. On a beaucoup d'occasions très intéressantes pour aider à augmenter l'enjeu de la conservation. Et je pense que je dirais là-dessus, du point de vue d'aider les producteurs individuels, que quoi qu'il existe beaucoup de beau travail et beaucoup d'exemples excellents dirigés par les ONG, je pense qu'il y a aussi beaucoup de confusion. Et en allant de l'avant, je pense que c'est très important de soutenir et de fournir une communauté aux producteurs individuels qui veulent, par exemple, des désignations qui contribuent à nos cibles en matière de biodiversité, par exemple. Je pense que les gouvernements, l'industrie ou les ONG qui aident à fournir un service qui aide après digérer et à avoir de différentes options plus disponibles pour les producteurs pour
Par exemple, on voit des groupes qui font des programmes de mentorat, c'est fabuleux. On voit des producteurs qui contactent les communautés, par exemple, la communauté de régénération, beaucoup de coopération autour de ces choses-là. Donc, je pense que surtout pour de petites fermes et des familles à ferme individuelle, je pense qu'en allant de l'avant, quand on regarde la mise en œuvre de la prochaine entente fédérale, il s'agit vraiment de comment adhérer toutes ces occasions et potentiels à la ferme individuelle et comment euh, travailler aux capacités à travers les prochaines choses. J'espère de ne pas avoir pris trop de temps. Je veux saisir le thème de la confusion, mais du côté du gouvernement avec Rory. Alors, Rory McAlpine a récemment pris sa retraite en tant que premier vice-président relation avec le gouvernement et l'industrie des aliments Maple Leaf. Avant cela, il a été sous-ministre du ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la Colombie-Britannique et il a été aussi directeur général de la direction des politiques de commerce international, directeur exécutif du Conseil national des produits agricoles et il est en ce moment un membre de différents organismes agroalimentaires, y compris l'ICPA. Il travaille aussi à la Saskatchewan, à l'Université de Guelph et il est aussi directeur d'un projet. Il a étudié aussi à l'Université de Genève en Suisse. Et Rory, tu sais, on a parlé de la confusion, comment comprendre les choses. Et André a parlé des pressions croissantes de différentes parties prenantes qui s'attendent à ce que l'agroalimentaire fasse davantage. Je pense que parfois, ceci est vraiment un défi. Mais c'est aussi un défi non seulement pour les producteurs, mais aussi pour les décisionnaires quand ils essaient de gérer des intérêts concurrentiels. On parle davantage de rentabilité, de durabilité, d'équité, la liste continue. J'ai mentionné les relations FPT comme étant quelque chose à quoi l'ICPA travaille, mais penses-tu que les créateurs de politique peuvent gérer toutes ces pressions? Est-ce qu'on a les systèmes corrects en place pour avoir une bonne politique agroalimentaire en Canada qui va nous permettre de saisir les occasions qui existent? Merci Tyler pour les questions et merci et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je vous rejoins de la Colombie-Britannique, un peu plus à l'ouest qu'Andrea, de Victoria. Je vais parler de trois sauts par rapport à comment mieux gérer les pressions et ce qui doit être abordé pour arriver à une meilleure politique agroalimentaire. Je vais dire quelque chose concernant les points fondamentaux des programmes, comment les renforcer. Deuxièmement, la pensée du gouvernement en action, comment améliorer ces choses-là. Et finalement, je veux parler de comment augmenter la concentration sur les politiques et comment diminuer le côté des partisans des choses. Maintenant, quel est le rôle du gouvernement? Et voici un fait important. L'OCDE a trouvé que les services généraux livrés à l'agriculture au Canada ont été réduits de 6 de la valeur du secteur à 3 en 2019 à 2021, c'est-à-dire les services généraux définis par l'OCDE sont les fonctions d'inspection alimentaire, protection de santé des aliments, des animaux, des programmes environnementaux et les choses qui ne sont pas liées à la production, mais qui sont des services centraux du gouvernement. Donc, pensez-y, on a réduit d'une moitié par rapport au secteur par rapport à la taille du secteur, ces composantes pour soutenir le secteur. Donc, je sens qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une érosion supplémentaire dans ces choses-là.
C'est intéressant. Je pensais que la CIA avait augmenté leur financement, mais c'est à plat, 800 millions de dollars par an. La recherche scientifique, les statistiques, l'analyse des statistiques, l'analyse des politiques, la capacité, surtout au-delà du côté économique, le social, l'expertise en matière de politique, le développement des marchés et les politiques et les gestions commerciales. Tout cela doit être soutenu pour que nos secteurs puissent prospérer. Et bien évidemment, surtout pour moi, on doit vraiment aborder le côté de l'efficacité de réglementation. J'ai remarqué que la CIA a identifié ses plans pour la CIA 2025, bâtir pour l'avenir. Donc, ils ont identifié un engagement pour être plus efficace et pour soutenir davantage l'industrie, l'innovation et l'opportunité de l'action. Mais leur plan actuel n'identifie pas leur engagement en vertu de la feuille de route agroalimentaire et on pensait que ceci allait être le plan d'action à travers le gouvernement. La CIA, Santé Canada, Agriculture Canada, etc. La COVID a intervenu et ceci est malheureux. Je pense au niveau des fondements qu'on doit avoir un partenariat fondé sur transparence et inclusivité, avoir une consultation, non seulement publier un document et attendre d'avoir des questionnaires par écrit. On doit avoir un engagement beaucoup plus significatif. On a reconstitué les tables rondes, mais la table de stratégie économique pour l'agroalimentaire, cela m'a déçu. Cela a été créé. Je sais que la COVID a eu un grand effet sur quelques-uns de ces processus, mais je pense qu'on a besoin d'une entité consultative permanente, non seulement des tables rondes, mais au niveau le plus élevé, une espèce, une façon institutionnalisée permanente pour penser aux priorités à long terme. Deuxième saut, le gouvernement. Comment passer de la rhétorique à l'action? Tout le gouvernement veut dire quelque chose de long terme, mais il nous faut accepter que la politique agroalimentaire ou son succès veut dire qu'il faut s'aligner en quatre choses, la technologie, les gens, la politique et l'économie. Et ces enjeux-là touchent de différents domaines, mais ils touchent tellement de mandats au sein du gouvernement fédéral et aussi au niveau FPT, j'y reviendrai. Et maintenant, plus que jamais, la crise climatique exige absolument une approche de gouvernement au complet. Il nous faut agir de façon différente, comme jamais auparavant. Il nous faut remarquer qu'on a agi de façon différente dans le cas de la COVID. On a passé d'une approche où tout semblerait continuer comme toujours, où l'industrie et le gouvernement ont travaillé ensemble par rapport à des menaces graves à nos employés, aux opérations d'usine. Et on avait une idée où l'équipe Canada pouvait faire les choses ensemble. Et il nous faut, je pense, le répéter quand on parle de la crise climatique. Tout le monde doit se rassembler. Je suis encouragée, par exemple, de voir la main-d'œuvre. Ça a pris 10 ans, mais la main-d'œuvre est au centre de la conversation de la politique agroalimentaire. On a encore beaucoup de choses à faire, mais on aura des consultations maintenant côté stratégie nationale. C'est encourageant, on peut le faire, mais pourquoi est-ce que cela a pris 10 ans? Je suis déçue par rapport aux politiques alimentaires pour le Canada. Je sais que la COVID a fait une interruption, mais on pensait que ceci allait être quelque chose de central pour le gouvernement. Cela allait être un moteur pour l'action et on sent que c'est vraiment propulsé par Agriculture Canada et le ministre de l'Agriculture. Je voudrais voir le soutien du centre, soutien de la part d'un secrétariat indépendant. Et il existe encore certainement des enjeux gouvernementaux par rapport à l'intégration. Par exemple, l'industrie de fabrication d'aliments et de boissons, ils sont beaucoup plus impliqués aux côtés de la fabrication des aliments et les leaders des tables de stratégie là-dessus, mais je pense qu'il existe encore de la confusion. Qui est en train de diriger l'agriculture et les boissons?
où est la partie essentielle de ce casse-tête côté politique agroalimentaire? Et finalement, comment augmenter la concentration de politique et réduire le côté partisan des choses? Comment renforcer les points les fondements? Je pense que les gouvernements doivent bien faire ce que seulement les gouvernements peuvent faire. Seulement le gouvernement peut avoir un système de sécurité alimentaire. Par exemple, seulement la SIA peut signer des certificats d'exportation. Seulement le gouvernement peut le faire. Seulement le gouvernement peut arriver à des ententes commerciales. Seul le gouvernement peut protéger l'environnement, la préparation aux urgences. Le système ne va fonctionner que si le gouvernement gère cet enjeu-là. Et avec la COVID et le changement climatique, et ce qui nous prouve, la protection environnementale, c'est quelque chose de central pour le gouvernement. Donc, on ne peut rien prendre pour acquis. Je pense qu'on a une vraie occasion ici d'être plus axé et franchement un peu plus courageux côté bureaucratique pour essayer de séparer les partisans et faire le travail de façon plus efficace et collaborative dans des domaines qui généralement ne sont pas tellement controversés et tellement pleins de politique comme d'autres enjeux. Par exemple, nous savons tous que l'agrostabilité, par exemple, la marge de référence d'agrostabilité, c'est quelque chose de très politique et seulement les gouvernements et les politiciens peuvent négocier des solutions pour cela. Mais la réduction d'éléments toxiques dans les engrais, le développement urbain, les fermes, c'est quelque chose de politique. La fièvre des singes, cela ne devrait pas être quelque chose de partisan. Il faut négocier des choses. La gestion de l'approvisionnement, la sécurité alimentaire, tout cela est politique et nous dépendons de quelque chose de démocratique et inclusif de la part de nos dirigeants. On met toujours une optique partisane sur les choses et là, les leaders provinciaux ont des arguments avec Ottawa, il y a de la tension dans le système et cela est transféré à d'autres enjeux qui ne devraient pas être affectés. Je pense qu'il nous faut être un peu meilleur à décider ce qui vaut la peine, une lutte avec Ottawa et ce qui ne vaut pas la peine. Côté coopération FPT, concentrons-nous à nouveau. La politique agroalimentaire n'est pas une politique de soins de santé. C'est quelque chose de très difficile dans ce pays, les soins de santé. Mais on a besoin d'une solution à travers le Canada. Entre 1990 et le 2020, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 23%. C'est une crise, il est clair. Si cela n'est pas une crise, je ne sais pas ce qui est une crise. Il nous faut aller de l'avant avec le cadre de politique durable. C'est formidable. Il faut investir à la durabilité, mais il faut aller au-delà des programmes. On a besoin d'un programme, pas tellement de politique. Par exemple, peut-être mettre des cibles de réduction d'émissions là-dedans. En ce moment, on sait qu'outre l'oxyde nitreux, on n'a pas de plan. On est une partie des cibles nationales d'ici le 2050. Mais il faut inclure les choses dans l'entente. Et nous avons vu hier la stratégie agricole durable, mais ce n'est qu'un document. Et je l'ai lu, cela reconnaît le besoin d'être connecté aux provinces, d'être connecté à toutes les parties prenantes. Mais en 2022, comment livrer une stratégie nationale de durabilité sans un partenariat réel avec les PP qui réglementent l'utilisation des terres et livrent toutes sortes d'effets directs par rapport à comment l'agriculture a lieu et comment les fermes gèrent leur durabilité. Et finalement, je voudrais dire tout simplement qu'au passé, le Canada a
eu une approche du gouvernement au complet quand on a établi des résidents à l'ouest et les obligations d'amélioration pour les agriculteurs. Ce fut un effort pour développer l'établissement de l'ouest du Canada. Les investissements d'infrastructures que nous avons faits, on a développé des voies ferrées. Ce fut un projet national, quelque chose d'énorme. On a alimenté l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. En tant qu'engagement national, on a fait des choses grandes et on a été très bon avec une équipe Canada côté politique commerciale. On le fait à niveau d'équipe, mais maintenant, la même chose doit être faite quand on arrive à la crise climatique en agriculture. Et je vais terminer avec une citation qui vient du rapport RBC sur la durabilité. Ils ont dit, en saisissant l'esprit de collaboration en ce moment, l'agriculture canadienne peut lutter contre le changement climatique. Et je suis énormément d'accord. Merci pour cela, Tyler. Merci, Rory. Et je vais passer à Chantal maintenant. Donc, Chantal Donahue est présidente de notre conseil à l'ICPA. Elle a plus de 20 ans d'expérience à son poste actuel. Elle était chef commercial pour Cargill Global Edible Oil Solutions, pour les affaires générales pour Cargill au Canada. Elle a des rôles dans différents conseils et initiatives liées à l'agroalimentaire avec la durabilité et la confiance du public. Et elle est déterminée à faire en sorte que le Canada soit à l'avant-garde d'un secteur agroalimentaire prospère. En 2019, elle a été intronisée au Saskatchewan Agricultural Hall of Fame et en ce moment, elle a un baccalauréat en commerce de l'Université de l'Alberta où elle a obtenu une double majeure en marketing et en économie agricole. Elle et son mari Greg exploitent une ferme céréalière à Bigger en Saskatchewan. Alors, Chantal, Rory a parlé du besoin d'une approche gouvernement au complet et je vais commencer avec une question élargie, après je vais apporter les autres. Si tu regardes autour du monde, on a cette occasion qui surgit de façon répétée. On a une exigence d'avoir davantage d'aliments plus durables, plus confiables, et c'est une occasion pour l'agriculture canadienne tout le temps. Mais que devons-nous faire pour prendre avantage de cela en 2023? Je vais développer le commentaire de Rory par rapport à une approche du gouvernement au complet. Disons que tu allais voir le ministre aujourd'hui et tu lui disais ce que le gouvernement devrait faire pour prendre avantage de ces occasions. Que dirais-tu au Premier ministre par rapport à l'approche que devrait prendre le gouvernement? Je pense qu'on a entendu ce thème à travers les anciens orateurs et merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. L'occasion que nous avons, je ne vais pas dire que c'est un défi. Oui, c'est un défi et c'est complexe, mais en tant que Canadiens, on s'est regroupé de façon répétée pour des solutions. Ce que nous devons faire maintenant pour saisir l'occasion que nous avons devant nous est que l'agriculture et la production agricole relative à l'alimentation de la population, cela doit être au front. On nous regarde par rapport à ce que nous faisons tous les jours. Nous sommes une partie de la solution, mais la réalité est, dans l'une de tes premières diabos, tu as parlé de durabilité. Il nous faut éduquer, il nous faut nous regrouper de façon holistique. On ne peut pas opérer en silo. Le gouvernement ne peut pas opérer en silo. L'industrie ne peut pas opérer en silo. Le front et l'arrière de la chaîne d'approvisionnement, les groupes environnementaux, on ne peut pas opérer en silo. Il nous faut voir comment nous rassembler. On a des cibles pour l'avenir. Il nous faut reconnaître dans ce pays que les outils qui nous permettent d'atteindre ces objectifs seront différents. Ils seront différents d'une province à une autre, d'une ferme à l'autre. Donc, il nous faut nous concentrer aux résultats. Il nous faut reconnaître que la prescription n'est pas forcément toujours la même chose parce que la prescription est différente dans cet ample pays que nous avons. Mais ce qui est absolument le plus important, et nous avons l'occasion, dirais-je, je ne pense pas qu'on fait le meilleur maintenant, mais on a la passion et le désir de tout diviser et il nous faut voir, Rory l'a mentionné, on a l'intérêt à l'agriculture et les aliments.
bureaucratic components On a les nationally. composantes bureaucratiques au niveau national et tout doit se rassembler. Il nous faut nous rassembler avec une solution en main. Of course, we need to challenge. Bien évidemment, on doit nous assurer que tout soit correct, mais il nous faut faire ce que le Canada peut faire et l'a fait si bien au passé. Il faut nous rassembler, briser les barrières et prendre du temps pour évoluer, pour développer la culture, pour éduquer partout. Et il nous faut aller là où nous devons aller d'une façon qui nous permette de continuer à fournir les aliments confiables aux Canadiens et au monde et maintenir la viabilité économique et maintenir des aliments abordables. On doit avoir une abordabilité environnementale et une résilience d'une façon qui puisse soutenir. Il ne nous faut pas tout résoudre aujourd'hui, mais nous devons, oui, nous débarrasser du tout et nous rassembler avec des solutions en tête. Alors, Chantal, l'une des choses desquelles tu as parlé a été d'établir des cibles et de nous rassembler pour comprendre comment atteindre les choses. L'une des manchettes les plus importantes en 2022 a été les cibles des engrais, où le gouvernement fédéral a établi une cible ambitieuse et a dit on va travailler ensemble pour voir comment l'atteindre. Et sans regarder l'enjeu spécifique, comment le faire? On parle ici du gouvernement au complet. Est-ce qu'on a le système correct? Est-ce qu'on peut arriver à un point où, en fait, on développe ces solutions ensemble? Et quelles sont les choses que tu chercherais comme un signe que ceci est un vrai partenariat pour arriver à des solutions? Moi, je crois fortement aux faits. Je crois à établir des cibles et je crois fortement que si l'on développe ensemble, contrairement à être prescriptif, cela probablement va se passer. Quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, on a l'enjeu, l'engrais, mettons-le de côté. Mais je veux dire une chose, il faut reconnaître que les agriculteurs canadiens, les chaînes de valeur sont novatrices. Je regarde les terres agricoles dans lesquelles j'ai grandi en 43 ans. L'évolution du point de vue de ce qu'on a pu faire, quand on regarde la fertilité, la protection des récoltes, etc., on va continuer à faire davantage. Mais si nous reculons et on regarde les choses qui se passent ici maintenant, on a la stratégie agricole durable, on a les cibles que le Canada a établies. Est-ce qu'on a le cadre adéquat en place? Je dirais que oui. Est-ce qu'on a le leadership adéquat? Absolument. On a de très bons leaders à travers le pays. Et est-ce qu'il nous faut développer davantage de choses et mettre la chaîne de valeur, la rentabilité, tout, la viabilité ensemble? Oui. Est-ce qu'on le fait déjà? Probablement pas. Comment diviser, briser les choses? On a besoin du soutien au sein de l'agriculture est une partie de la solution. Alors, prenons cette optique à la discussion sur les politiques. Prenons cette optique dans tout ce que nous faisons. Et la seule façon d'y arriver est une quantité énorme d'éducation et de sensibilisation. Je continue à apprendre tous les jours. Et il nous faut tous lever nos mains et dire, faisons ce trajet ensemble. Ça sera un trajet, on va changer notre façon de faire les choses dans le temps et nous allons nous axer aux résultats. Et les résultats vont être difficiles. Mais du point de vue de l'environnement climatique, il nous faut le faire afin qu'en 40 ans, ma fille puisse avoir les mêmes luxes en ce qui concerne pouvoir produire des aliments et qu'on puisse alimenter le pays et le monde de façon élargie. Donc, on a les cadres adéquats en place, par exemple. On dirait que ce qui nous manque est des outils et une boîte d'outils pour mettre les choses en action. Donc, je vais faire un tour et je vais vous demander à vos cadres, si vous choisissiez un outil qui nous manque dans l'agriculture canadienne ou quelque chose qui est déjà rouillé, c'est quoi cet
outils dans la boîte d'outils en matière de politique sur laquelle on doit être axé en 2023? D'abord Chantal et après Stéphanie. Mais Chantal, toi d'abord. Je vais être vraiment audacieuse là-dedans. Je pense que quand nous regardons l'agriculture comme outil, ce ne l'est pas. Dans le sens que l'agriculture, l'environnement et d'autres choses doivent se regrouper. L'outil, côté perspective, il faut penser à tout le système. Et on n'est pas en train de propulser les politiques en ce moment. Et c'est une évolution par laquelle tout le monde dans la chaîne doit passer. Et si on continue à propulser les politiques en silo, je vais prendre ma responsabilité personnelle. On ne va pas pouvoir avancer là-dessus. Alors, Chantal a une pensée en système comme 4 actions clés. Passons à Stéphanie maintenant. De quel outil avons-nous besoin en 2023? Oh, you're muted, Stephanie? Tu es en sourdine, Stéphanie. Non, on vous entend pas. We're still, there you OK, go. parfait. No, you're Là, good. c'est mieux. Parfait. Alors, je vais faire de l'écho un peu à ce que j'ai dit précédemment et ce que mes collègues du conseil d'administration de CAPI ont dit également. Il faut vraiment penser globalement. Et je pense que la première outil qu'on doit utiliser avant tout, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui gravitons dans l'industrie agricole, agroalimentaire, quel que soit notre rôle, on a cette conscientisation lorsqu'on se lève le matin à se poser comme question, qu'est-ce qu'on doit faire davantage pour faire avancer notre industrie? Et j'avancerai un autre point en disant, on parle beaucoup du leadership que nos instances gouvernementales et parapubliques pourraient prendre ou devraient prendre, mais déjà là, nos agriculteurs, nos entrepreneurs agroalimentaires, ils sont inspirants. Donc, s'inspirer d'eux pour pouvoir agir de manière plus efficacement, je crois que c'est possible. Et je m'inclus bien sûr comme professionnel également. Mais Stéphanie, on parle que le fait que le statu quo, ce n'est pas une option aujourd'hui. On a besoin de changer les affaires, mais je pense que cette transition-là s'inquiète du monde. Comment est-ce que le leadership peut être utilisé pour vraiment démontrer qu'il y a des solutions? Il y a des solutions qui sont, comme on a dit plutôt, des opportunités, pas des risques. Juste pour comprendre un petit peu le sens de la question, en fait, quelles solutions on devrait mettre en avant-plan justement en fonction des risques? Oui, mais non, c'est quoi le rôle du leadership? Vous avez mentionné le fait que nous sommes effectivement tous des leaders. C'est vraiment, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser les leaders qui existent, puis comment est-ce qu'on peut les encourager de démontrer qu'il y a des solutions qui existent? Bien, comme je disais un petit peu d'entrée de jeu plus tôt, les solutions, souvent, on les a. On les a. Donc, il faut s'assurer qu'on les communique bien, quel que soit notre rôle, que ce soit un rôle de producteur agricole, un rôle de transformateur, un rôle de banquier, un rôle de scientifique, en fait. Et c'est mettre à l'avant-plan les défis qu'on observe sur le terrain pour être en mesure, ensemble, collectivement, d'arriver avec des politiques qui tiennent la route. Tout ça comme toile de fond ou comme objectif ultime d'exporter la compétitivité de notre industrie à l'étranger. Merci, Stephanie. Andrea, what tool do we need in our toolbox in 2023? Andrea, de quel outil avons-nous besoin dans notre boîte d'outils en 2023? Tyler, peux-tu répéter? De quel outil avons-nous dans notre boîte d'outils en matière de politique en 2023? On a Andrea et je l'ai. Alors, Rory, je passe vers toi pour répondre à cette question. OK, merci, Tyler. Bon, ben rapidement, et peut-être, je vais dire rapidement, l'action audacieuse de laquelle Chantal a parlé. Disons que je suis le ministre de l'Agriculture, je veux un grand délivrable. Je veux que le ministre de l'Agriculture soit dans le comité du cabinet et de mettre l'agriculture dedans, même si ce n'est que pour quelques années ou pour le mandat actuel du gouvernement. Alors, faire bouger
le conseil consultatif concernant les aliments ou n'importe. Il nous faut créer un forum central avec des parties prenantes qui rapportent au ministre pour obtenir leur attention. Alors, disons que tous les premiers ministres provinciaux demandent une réunion avec le premier ministre en janvier. Mettons l'agriculture aussi, 1 heure d'agriculture axée sur la durabilité et la résilience. Tout le monde est conscient de la vulnérabilité des choses. On a passé par la COVID. Les vulnérabilités du secteur sont là, mais on a aussi l'importance côté durabilité. Mettons cela dans le programme des premiers ministres provinciaux et traduisons-le à tout le système. Et je vais dire aussi qu'en 2023, le gouvernement doit donner du financement sans limite à l'ICPA. Et je le dis non seulement du point de vue de l'agriculture, mais un modèle de financement qui dise tous les ministères du gouvernement qui ont une connexion au système doivent participer à soutenir cette analyse profonde des politiques. Voilà, je suis d'accord. L'ICPA devrait être un outil dans la boîte d'outils de 2023. Andrea, pourrais-tu répondre? Quel outil? Outre un meilleur Internet, désolé d'avoir été déconnecté. Je vais répéter ce qui a déjà été dit, Chantel. Toute l'idée de penser en système est essentielle, mais je voudrais élargir les choses et parler du rôle des partenariats. Vous savez, bien évidemment, le pouvoir de la création de politique est en main du gouvernement. Mais si on parle de ONG, de groupes de réflexion de producteurs, j'adore en tout cas cette idée de créer un système de gouvernance, un système consultatif qui puisse créer les conditions pour des politiques qui fonctionnent et qui parlent des enjeux de nos temps, des enjeux intersectionnels. Et en particulier, je vais chercher des façons par lesquelles, à travers les partenariats, on puisse faire avancer une partie de la conservation, l'enjeu de la biodiversité d'une façon qui puisse vraiment soutenir et mettre en lumière la tendance que nous voyons au nom de beaucoup de producteurs à travers le Canada. Merci beaucoup. Le temps s'est terminé. On arrive à la dernière question. D'abord, Rory, la question est si tu penses au 2022 et tu penses au 2023, à quel enjeu n'a-t-on pas prêté assez d'attention en 2022 et on devrait prêter davantage d'attention à cela en 2023? Ben, 2 choses. D'abord, le risque de maladies zoonotiques. Nous voyons ce que cela veut dire. La COVID, il n'y a rien de plus important. On doit avoir les systèmes et les réactions à la recherche, l'approche protective en agroalimentaire. Et en santé, on parle d'une santé unique. On n'est pas en train de le mettre en œuvre. Et maintenant, au niveau mondial, il nous faut passer à un cadre d'une santé unique pour protéger la santé de nos écosystèmes et nos populations animales et humaines. On ne peut sous-estimer en quelle mesure une éclosion de maladies zoonotiques serait. Et toute l'idée où nous avons cette belle occasion dans notre secteur et on est en retard, on est en train de monétiser la séquestration du carbone avec des marchés de crédit de carbone. Il nous faut nous rassembler pour le faire au Canada. Merci. Maintenant, Chantel, après Andrea. Chantel, qu'est-ce qui n'a pas obtenu assez d'attention et on devrait en obtenir davantage en 2023? Ben, je dirais comme suivi à Rory, il faut reconnaître que le Canada est un État exportateur et il nous faut continuer à être concurrentiel. Et l'optique environnementale, le carbone, il nous faut vraiment prêter attention à ce qui se passe autour de nous et voir si le Canada continue à être concurrentiel. Supposant qu'à mesure que le temps se passera, on continuera à être un moteur côté compétitivité. Et je pense qu'on a des choses à faire là-dedans. Deuxième chose, je voudrais renforcer le fait qu'il nous faut penser à l'écosystème. Merci. Andrea, à quoi devons-nous prêter avantage d'attention en 2023? Je vais répéter ce que je viens de dire il y a un instant. Je pense qu'on a beaucoup de potentiel à mesure que le Canada passe à ses cibles de conservation de biodiversité.
On a une catégorie de l'UICN et je pense que ça sera merveilleux pour les producteurs et pour la conservation et je veux qu'on prête davantage d'attention à augmenter ce côté-là. Stéphanie? Aujourd'hui. Merci beaucoup. Les deux choses, en fait, qu'on devrait poursuivre, j'ai mentionné un peu d'entrée de jeu tantôt. Un, continuer à penser globalement pour la protection de notre patrimoine agricole dans son sens large, terres arables, gestion de l'eau, écosystème et protection de l'élevage des épizooties aussi. Ça, c'est extrêmement important selon moi. Et l'autre chose, la facilité d'accès, dans le fond, encore une fois, je le rementionne, aux capitaux, on en a, mais il faut les utiliser de manière plus adéquate pour se positionner de manière plus compétitive comme industrie. Merci Stéphanie. J'espère que l'année prochaine, on va regarder ces mots-là, ces projections de toute l'équipe et de dire, comme on était capable cette année, qu'il y avait eu d'action pendant les 12 mois qui s'en viennent. Thank you very much to our board members, our 4 panelists. Merci beaucoup aux membres de notre conseil d'administration, à nos experts. Merci à ce que vous faites autour de la table, mais merci pour votre expertise et vos perspectives d'aujourd'hui. Avant de conclure, je veux souligner un événement qu'on va accueillir avec l'Institut d'affaires mondiales et CAFTA pour avoir des leaders de sécurité alimentaire. Vous pouvez vous enregistrer avec le lien qui est dans la boîte à clavardage. On vous attend à Ottawa. Si vous ne pouvez pas le faire en personne, on aura l'occasion de nous rejoindre de façon hybride. Restez à l'écoute là-dessus. Merci encore une fois pour votre engagement continu pour l'ICPA cette dernière année. On veut l'engagement en 2023. Joyeux Noël, joyeuses fêtes et joyeuse nouvelle année. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.